Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 qui a pour cadre Addis Abeba, la capitale éthiopienne, qui accueille le 28e sommet de l'Union africaine. Nous recevons aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci de nous accueillir ici, chez vous, au siège des Nations Unies à Addis Abeba. Une première question sur la politique américaine. Le président américain a décidé d'appliquer son programme, y compris dans ses outrances. Est-ce que vous êtes aujourd'hui inquiet quand vous voyez un certain nombre de décisions comme celle d'interdire l'accès du territoire américain aux ressortissants de 7 pays musulmans? Comme vous savez, je me suis toujours engagé pour la protection des réfugiés. J'espère que les mesures qui sont prises aujourd'hui soient des mesures temporaires et qui puissent permettre le très généreux programme de réfugiés des États-Unis de reprendre en pleine force. Mais je crois qu'il faut avoir une perspective d'engagement, c'est-à-dire quand il y a un nouveau gouvernement, il faut que nous ayons la possibilité d'entrer en dialogue, de faire valoir nos points de vue, mais aussi de comprendre les préoccupations de sécurité qui sont là et de dire et de chercher des solutions qui puissent en même temps garantir la sécurité des pays et maintenir les hauts niveaux de protection des réfugiés qui me sont très chers. Comme vous savez, j'ai été haut-commissaire des réfugiés pendant une dizaine d'années. Mais est-ce que, plus globalement, est-ce que l'unilatéralisme qu'on observe aujourd'hui à Washington ne vous inquiète pas, vous qui êtes, je dirais, l'incarnation du multilatéralisme? Mais ce n'est pas à Washington, c'est un phénomène global. Nous assistons dans beaucoup de pays à un sentiment que la globalisation, que beaucoup ont présenté comme la solution de tous les problèmes, finalement, même s'il a contribué énormément au développement de la richesse, à la réduction de la pauvreté absolue dans beaucoup de régions dans le monde, mais la globalisation a aussi créé beaucoup de perdants. Beaucoup de gens qui ont perdu son emploi et qui ne voient pas de futur. Beaucoup de gens qui se sentent abandonnés et qui sentent que leur système politique et que les institutions globales ne donnent pas réponse à leurs inquiétudes. Et on voit une préoccupation croissante pour les sociétés se fermer sur elles-mêmes, une logique de nationalisme quelquefois, même dans quelques situations extrêmes de rejet des étrangers, de rejet des immigrés, des réfugiés, et une idée que finalement on doit chercher des solutions chez soi. À mon avis, c'est une erreur. Ce qu'il nous faut n'est pas essayer de remplacer la globalisation, c'est de garantir qu'il y a en même temps les réformes de nature sociale, les politiques de nature sociale, qui puissent faire que les aspects négatifs de la globalisation puissent trouver une solution. Et là, c'est quelque chose où il faut réconcilier les opinions publiques, les sociétés avec les systèmes politiques. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas inquiet à court terme pour le fonctionnement même de l'organisation que vous présidez, puisque, pour parler des Américains, Washington est un très gros contributeur de votre organisation. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à terme, vous n'ayez moins d'argent? Je crois qu'on va s'engager dans un dialogue très important pour prouver que les Nations Unies sont une valeur ajoutée. Et je crois qu'on peut présenter d'une façon positive cette valeur ajoutée et en même temps reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, reconnaître qu'il y a des manques d'efficacité dans beaucoup de ce qu'on fait, reconnaître qu'il faut des réformes dans le système de développement des Nations Unies, des réformes dans notre architecture de paix et de sécurité, des réformes de la gestion des Nations Unies. Et ça, je crois, peut engendrer un dialogue positif et avec l'administration américaine et avec toutes les autres administrations qui, dans le monde, suivent l'action des Nations Unies. Et comme nous sommes en Afrique, je crois qu'il faut aussi regagner la confiance des gouvernements africains. J'ai eu l'occasion aussi d'en discuter. Regagner la confiance des gouvernements africains dans l'action des Nations Unies. Mais juste je rebondis encore. Vous êtes complètement obsédé avec l'action américaine, même à Addis. Je ne suis pas obsédé. On va généraliser. On va disons, parler de tous ces pouvoirs nationalistes qui s'installent un peu partout, pour reprendre vos propres propos. Est-ce que vous estimez que vous, M. Antonio Guterres, vous allez trouver les mots justement pour essayer de convaincre tous ces nationalistes de se réouvrir un petit peu?
Je crois qu'on ne réussit jamais tout ce qu'on veut, mais on ne perd jamais l'espoir. D'accord. Vous êtes un optimiste. Je suis déterminé. C'est Jean Monnet qui a dit ça et qui m'a profondément impressionné. C'est un des pères de cette Europe qui aujourd'hui est beaucoup en crise, comme nous tous reconnaissons. Il a dit « Je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé ». Alors, parlons de la Syrie. La Russie, l'Iran et la Turquie sont désormais aux avant-postes. On l'a vu avec les négociations d'Astana. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a encore une place pour votre organisation? Est-ce que le processus de Genève a encore un avenir? Je considère qu'Astana a été quelque chose, a joué un rôle positif. Mais en même temps, dans notre présence à Astana, on a réussi que le processus d'Astana se lie avec le processus de Genève. Et qu'au-delà des négociations avec les groupes armés, au-delà des cessez-le-feu, il y a un travail essentiel pour trouver une solution politique. Sans solution politique, le cessez-le-feu ne durera pas. Il faut engager des négociations sérieuses entre les gouvernements et l'opposition d'une façon inclusive pour que le dialogue politique puisse s'entamer en Syrie. C'est ça notre rôle. Et une fois de plus, je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, je suis déterminé à que les Nations Unies jouent ce rôle parce que le peuple syrien, qui est un peuple extrêmement généreux, c'est un peuple, c'est remarquable, la société syrienne, comme elle était séculaire avant la crise, comme elle a accueilli des réfugiés irakiens et d'autres avec une énorme générosité. Voir ce peuple souffrir comme nous le voyons aujourd'hui, c'est quelque chose d'inacceptable. Il faut tout faire pour arrêter cette guerre horrible. Monsieur Gutiérrez, vous l'avez dit, nous sommes en Afrique, à Addis Abeba. Vous avez rencontré ici de nombreux chefs d'État, notamment des chefs d'État de la bande sahélo-saharienne. Je vais vous poser une question sur le Mali. La situation se dégrade dans ce pays. Les Nations Unies ont déployé une très grosse force de maintien de la paix. Est-ce que la MINUSMA n'est pas aujourd'hui un peu dépassée parce qu'il y a des problèmes dans le nord du pays, il y a des problèmes dans le centre du pays? Est-ce qu'il ne faut pas revoir le mandat de la MINUSMA? Non, je crois qu'il y a une question centrale. Nous avons conçu dans le passé une logique d'opération de paix. Mais ces opérations de manutention de la paix, aujourd'hui, la plupart d'entre elles existent dans des pays où la paix n'existe pas. Et ça crée un dilemme pour lequel il nous faut trouver des solutions. Il y a des cas où les mandats sont revus pour avoir un mandat plus robuste, c'est le cas maintenant de la République démocratique du Congo. Il y a des situations où les Nations Unies, qui ne sont pas capables d'avoir une force onusienne pour imposer la paix, décident par le Conseil de sécurité l'octroi de cette opération à une autre entité, par exemple l'Union africaine en Somalie. Mais tout ça nous montre, il y a maintenant des opérations antiterroristes en simultané avec des opérations de manutention de la paix, c'est le cas du Mali. Tout ça nous montre qu'il y a une réflexion de fond à faire sur l'architecture de paix et de sécurité. Mais il y a quand même une urgence. C'est une réflexion qu'on va mener au niveau des Nations Unies. Je crois que le cas du Mali est un cas extrêmement important parce que c'est un cas où il faut vraiment garantir, premièrement, que le processus politique est entièrement inclusif et que les Maliens vont réussir au caractère durable de ces accords de paix et en même temps revoir quelle est la logique de la présence des forces internationales, onusiennes ou autres, pour qu'elles puissent être efficaces dans un contexte où il y a non seulement des anciens mouvements rebelles qui ont fait la paix, mais aussi des problèmes de criminalité internationale organisée, avec la drogue et tout ça, des groupes terroristes, des menaces de toutes sortes pour lesquelles les opérations traditionnelles de manutention de la paix n'ont pas été conçues. Alors, dans le cas de la Libye, ce pays s'enfonce dans le chaos, je dirais sous l'œil impuissant de l'Union africaine, et y compris des Nations Unies. Est-ce que vous n'estimez pas qu'en fait, en Libye, la clé se trouve au Qatar ou aux Émirats arabes unis qui entretiennent les seigneurs de guerre libyens? Je crois qu'il y a deux aspects. Il faut que les Libyens soient capables de parler entre eux et de trouver des solutions entre eux, ce qui n'est pas naturellement facile dans un pays qui n'a jamais connu un véritable État.
et où les dimensions tribales gardent une importance très forte. Et en même temps, je crois qu'il faut que tous les pays qui ont une influence sur les acteurs du conflit puissent comprendre que maintenant, la contradiction d'intérêts qui puisse exister entre eux est bien moins importante que la nécessité de trouver un chemin pour la cessation des hostilités et pour la paix en Libye. Parce que la Libye est devenue une menace pour la région, une menace du point de vue du terrorisme au niveau global et une menace face à ce que sont les grands mouvements de population, notamment ceux qui croisent la Méditerranée. Une dernière question, je dirais, sur l'image de votre organisation. Je ne vous apprends rien. Les Nations Unies ont, je dirais, pas une très bonne image auprès de l'opinion publique. L'organisation est très régulièrement critiquée. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer cette image? Et quelle va être, par exemple, votre première réforme ou vos premières réformes? Il y a un certain nombre de dimensions qui sont différentes. Je crois que du point de vue humanitaire, les Nations Unies sont très bien reconnues dans le monde. Je crois qu'il y a un problème avec les opérations de paix et surtout les incidents récents en matière d'exploitation et abus sexuels. De viol. Je viens de créer une équipe d'émergence pour trouver des solutions nouvelles qui puissent, en anglais on dit to be a game changer. En français, on ne dit pas changer le jeu, mais vraiment changer la façon dont les responsabilités s'apurent et les contrôles s'établissent pour que, du point de vue de l'exploitation sexuelle et des abus, premièrement, les victimes aient des droits et des voix qui puissent parler en leur défense, et deuxièmement, des mécanismes de responsabilité puissent exercer au niveau des Nations Unies et au niveau des États membres qui contribuent avec les troupes. Et là, je suis en contact avec un nombre de chefs d'État qui me garantissent qu'ils sont disponibles pour être des champions, pour garantir que les États puissent assumer la punition de ceux qui se comportent mal dans ce domaine comme une question d'honneur national. Et qu'ils ne considèrent pas cette punition comme une tâche vis-à-vis leur pays. Monsieur Gutiérrez, merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. L'information continue sur France 24.